Madame, Monsieur, bonsoir. Une autre édition du kiosque avec notre ami Monsieur Kouyaté. Bonsoir, Mr. Dolan Carter. Kouyaté l'Africain. Mais tellement martiniquais que donc, on ne peut plus dire que tu es africain. Tu as perdu toute ta saveur, toute ta couleur, toute ton odeur. Tu es créolisé là. Bon, oh là, oh là. Finito la... Ça existe l'Afrique. Je crois que ça existe en africain. Oui, je pense que ça existe. Comment on dirait Scipion l'Africain. Comment on dirait Scipion l'Africain. Ouais. Majo, bonsoir. Bonsoir. Ou Léon l'Africain. Ouais. Nadia, bonsoir. Bonsoir. Franck Sainte-Rose-Rosemont, politique publique. Ça va bien? Bonsoir, très bien. Très bien. Ouais. Et, à tout seigneur, tout honneur, si on peut appeler ça un seigneur, si on peut appeler ça un honneur, c'est le sujet sur la grève des stations-service. Alors, il faut qu'on s'y colle. Ça occupe toute la Martinique. Les gens seraient vraiment déçus que l'on ne parle à point de cette affaire qui défraie, qui occupe les esprits, qui occupe les bacs, qui occupe les bidons, qui vide les bacs, enfin, qui crée l'émotion. J'écoutais sur une émission clé de fin d'après-midi les propos, mais ça part de partout, quoi. C'est la débandade. Tu penses qu'on manque de sagesse dans cette affaire Bien, on manque de tout dans cette histoire. On manque d'essence déjà. Déjà, on manque de tout. Et on manque de l'essentiel qui est le fait d'être réaliste face à ce qui est aujourd'hui les réalités économiques, si sauvages soient-elles, parce qu'il faudrait l'admettre, parce que quelque part c'est inhumain de voir que il faut passer la main, il faut faire autre chose. Et cette autre chose-là, c'est quoi en définitive? Je crois que si tu veux, je te repasser la parole, je vais quand même faire, on va être un peu professionnel, je vais faire le point sur la situation actuelle et pourquoi on est dans cette débandade. Alors les gérants des DOM, les représentants des pétroliers, parce qu'on les oublie ceux-là, ils sont là, sauf qu'on parlera de l'intervention de M. Marjorie, quelque chose comme ça devant la commission de l'Assemblée. Les représentants des ministères concernés, 3 ministres, peu importe lesquels, ont rencontré les représentants. Se sont retrouvés du moins à Paris, à Bercy. Et puis il y a eu un clash parce que d'emblée, ceux qui parlent le plus, savoir les gérants des stations, ont exigé, ont demandé que les débats s'inscrivent dans une certaine durée qui nécessairement s'étendrait au-delà de la date annoncée pour la publication de l'arrêté Lurel, savoir le 1er février. Et ce à quoi, et ça a été, ils ont surtout exigé des représentants des 3 ministres, qu'ils s'engagent par écrit à ne pas publier cet arrêté, de mettre en action, en œuvre le nouveau plan, au motif, et ça je l'ai lu dans un très très bon journal, je n'étais pas beaucoup de nous étaient à Paris, au motif qu'il faut plus de temps pour régler les problèmes des pétroliers, que pour leur part, d'ici le 31, on pourrait apporter réponse à leur desiderata, mais qu'il faudra beaucoup plus de temps, et puis ils expliquent après qu'ils sont liés, quoi. Ils sont mariés aux pétroliers, que donc il faudra beaucoup plus de temps. On ne dit pas ce que les pétroliers ont dit, mais le journaliste de France Antilles explique, je pense que c'est un journal qu'il s'agit. Oui, François FX. François-Xavier Guilherme. Qui a dit ça de façon très anodine, mais qu'il a dit, parce que quand même, il a relevé, c'est un très bon journaliste, au motif qu'il faut plus de temps pour régler les problèmes des pétroliers, en expliquant, nous ne subissons pas la pression de quiconque, surtout pas celle des pétroliers, mais comprenez que nous sommes liés dans un modèle où l'État fixe un prix administré et des marges, où les pétroliers mettent en location gérants des stations, nous sommes locataires gérants des stations, nous embauchons des gens, vous voyez la chaîne, pour faire tourner ces stations, et que si l'un des partenaires se trouve en difficulté, c'est toute la filière qui tombe. Alors notre rôle à nous, c'est de défendre les compagnies pétrolières, Texaco, machin, etc. Je te redonne la parole. Non, j'allais faire ce que tu as dit là, mais donc la chaîne, elle est multiple. Donc à toutes ces chaînes-là, je crois qu'il y a en réalité, à mon avis, un manque de transparence qui est réel.
Et la chose qui aggrave cette situation des pétroliers, de tu l'énergie... Tu remontes à la cause première, c'est que Victorien Lurel veut éclaircir Oui, un petit oui, peu il tout ça, veut sur la fixation des prix. Quoi. Il veut savoir comment. Il veut débroussailler en quelque sorte dans quelque chose qui ressemble à l'exclusive coloniale, parce que c'est un peu la question de la Sahara, c'est un tout petit peu de ça. On ne le dit pas suffisamment. Bon, je pense qu'il faut vraiment... Il faut vraiment éclaircir cette question de l'exclusive coloniale, je le redis, avec beaucoup de transparence. Et les pétroliers sont en très grande partie responsables. On ne les entend pas, mais on sait que c'est eux qui tirent les ficelles, quoi. Voilà. Franck? Il y a beaucoup d'aspects dans cette question des carburants. Il y a quand même un aspect qu'il faut souligner et que la population souligne. Excuse-moi, restons sur le premier aspect, savoir que si on sont montés à Paris et puis qu'ils ont demandé au ministère de s'engager, bon, est-ce que c'est admissible ou pas? Est-ce que c'est sur ça que le clash s'est passé? Est-ce que c'est sur ça qu'ils sont revenus? Et que c'est sur ça qu'ils ont fermé la station? Le clash, me semble-t-il, vient du fait que les négociations ne progressent pas très vite. Elles n'ont pas trouvé d'aboutissement. Et que le gouvernement entend maintenir la publication des arrêtés de méthode au 1er février. Au 1er février. Voilà. Et le clash vient de là. Les pétroliers et les gérants disent il nous faut davantage de temps pour continuer à discuter. Mais tu es d'accord sur la nuance que les gérants te disent que d'ici le 30 janvier, on peut répondre à nos desiderata, à nos questions, mais il y a la question des pétroliers. Les questions des pétroliers qui ne sont pas encore réglées et que les pétroliers nous dépendons d'eux. Ce que dit Victorien Lurel, c'est que les arrêtés de méthode ne touchent pas aux marges des gérants. D'accord. Et que ceux-ci sont d'ores et déjà préservés. Bon, alors, on va évidemment, comme c'est une chaîne, comme tu le disais tout à l'heure... Qu'ils disent. Bon. Nadia? Oui, justement parce qu'en fait, avec on voit au final que les stations sont fermées, mais derrière, c'est toute la filière et l'organisation qui est interrogée. Et la figure que l'on a, c'est celle des gérants qui ferment le rideau. Moi, il y a quand même un truc qui me gêne, c'est que je vois mal dans cette filière des gens renoncer à du bénéfice. Et quand effectivement il y a une annonce de fermeture de grève, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde se précipite pour finalement remplir les caisses. Donc Et juste les deux tableaux. Eddy, tu comprends ma perspective. Hein. Tu montes à Paris, tu dis que mes problèmes peuvent être résolus d'ici le 30, mais il y a les pétroliers qui souffrent. Tu veux que je te dise que c'est un scandale? Non, je veux que tu me dises ça. Mais non, mais je pense qu'il ne faut pas passer beaucoup de temps sur ça, pour une raison simple, c'est que les pétroliers mentent et les gérants mentent. C'est tout. Voilà. Il faut arrêter de dire des bêtises. Il faut que ces gens-là arrêtent de nous mentir. Donc, mais je vais te dire pourquoi je reste là-dessus. Oui, non, mais je vais te dire. Ça me semble intéressant, là, que ces gens qui finalement ont le pouvoir, ils le savent tous les jours. Il y a deux endroits où les Martiniquais passent, où les Guadeloupéens passent, où les Réunionnais et les Guyanais, c'est l'hypermarché, okay, et la pompe à essence. Voilà. C'est les deux endroits. Si vous voulez rencontrer les Martiniquais, vous n'avez qu'à vous mettre dans les stations-service et vous allez les rencontrer. Enfin, 75% des Martiniquais, parce qu'il y en a 25%, ils ne passent jamais dans ces trucs-là parce qu'ils n'ont pas de bagnole. Bon. L'autre réalité, c'est quoi? C'est qu'ils ont le pouvoir et ils en abusent. Donc, ils oublient qu'ils sont dans une démocratie et que de toute façon, eux, ils vont être victimes de l'abus d'autres gens. Et c'est ça qu'ils n'ont pas encore compris. La démocratie, c'est un équilibre. Pas prendre tout, frère. Laissez bailler. Or, qu'est-ce qui se passe? Pour que les gérants fassent leur travail et ferment leur gueule, les compagnies prennent un chéquier et donnent la prime de fin de gérance. Vous avez entendu parler de ça? La prime de fin de gérance. OK? Le méga chèque. OK? Pour que tout se passe bien. Parce que, on l'a expliqué ici à plusieurs reprises, les compagnies n'ont qu'une idée en tête, c'est se barrer, quoi. Je veux dire, gérer des stations-service, gérer des raffineries, tout ça, ça ne les intéresse plus. Or, les politiques en face, troisième groupe d'individus qui mentent, savent que c'est fini, qu'elles ont en face d'eux des interlocuteurs qui veulent se barrer. Les seuls qui restent là, qui sont comme des cons, c'est les salariés sur les trucs. Or, quand deux personnes qui mentent se rencontrent,
eh ben, ça fait forcément un clash. Parce qu'il y en a un qui dit il faut qu'on arrête de mentir. C'est le gouvernement, il faut qu'on arrête de mentir. Et les géants de station-service disent mais non, les mecs, vous nous aviez pas dit qu'il fallait qu'on arrête de mentir. Donc, on ferme. Mais ça va pas durer 24 heures, plus de 48 heures. Des petits bémols, oui, c'est évident. Des petits bémols quand même. Le gouvernement et le ministre Victorien Lurel sont soutenus par 23 parlementaires. Pas ceux d'ici, hein, parce que Lurel ne sait pas. 24 maintenant. 24 maintenant. Le député du Nord, Bruno Nestor Azero, a signé. rejoint le Il a mouvement. rejoint. Je vous donne le texte de leur Est-ce qu'on motion. peut dire qui manque? Il manque Marie-Jeanne, il manque... Il manque 5 parlementaires martiniquais. Ouais. J'ai pas vu la signature de Chimi. Voilà. 5 sur 6. Il va certainement signer aussi. Il s'est exprimé par communiqué, dans un communiqué ni Oui, figue ni oui, raisin, oui, pour avec dire des qu'il fallait élections. trouver une voie, Ouais. une troisième voie. Une troisième fois. Oui. Eh oui. Tu taquines toujours, monsieur Letchimi. Il ne faut pas faire ça dans le cadre de mon émission. Rock, c'est moi. Hein. C'est vraiment, c'est toi que... Alors, je vous lis le texte. Alors, ils incitent le gouvernement à ne pas céder à ce chantage organisé par quelques compagnies pétrolières dont le bénéfice annuel net avoisine les 40 millions d'euros dans l'océan Indien et 33 millions d'euros aux Antilles-Guyane dans une filière qui dégage dans son ensemble, j'ai bien compris, près de 100 millions d'euros de profit. Dans ce contexte-là, on a très peu entendu les pétroliers, sauf effectivement un monsieur qui s'appelle monsieur Margerie, PDG de Total, devant la commission des affaires économiques, qui a dit, moi je me casse, quoi, pour employer un langage que... Il a dit ça au début. Oui, puis après il a Il dit... a été non. rattrapé par des parlementaires qui étaient dans la commission, notamment des gens qui viennent de Mayotte. Et finalement, au bout de l'entretien, il dit, bon, on nous demande de passer de 30 à 20, bon, allez. Parce qu'il y a quelqu'un qui lui rappelait qu'il fait quand même 12 milliards d'euros de bénéfices après impôt. Alors, il a beau jeu de rappeler que ce n'est pas en France qu'il fait du bénéfice. Il perd 500 millions de francs, 500 millions d'euros en France, et qu'il paye 14 milliards d'impôts un peu partout ailleurs. Alors, pourquoi? Parce qu'en France, trop de réglementation pour ces grosses compagnies, des marges trop faibles, ça te donne raison. J'ai lu ça dans une revue économique spécialisée, des contraintes salariales trop élevées, mais ça tout le monde le sait. Par contre, quand Total a construit un gazoduc en Birmanie, en fermant les yeux sur le travail forcé, puis en passant un contrat avec la junte militaire, ça a donné ses bénéfices et ses profits, ce qu'ils n'arrivent pas à trouver à la Martinique ou ailleurs. C'est un peu ce que tu disais, c'est beaucoup ce que tu disais, qu'effectivement, c'est une organisation structurée de la main dans la poche des gens. Alors, la solution, la transparence, c'est monsieur Palais de transparence. Quelle bonne blague. C'est une farce, quoi. Quelle transparence. Quoi faire? Bon. Alors, quoi faire? Vas-y. Nationaliser ça. Bon, c'est pas dans l'air du temps. Non, c'est dans l'air du temps. Il y a plein de secteurs qui sont nationalisés. Et pourquoi pas la concurrence? Attends, les Pourquoi- transports Non, mais publics. pourquoi pas Non, la concurrence? non. Ça peut pas. Vous voulez la concurrence? Mais non, il peut pas avoir de concurrence dans les trucs stratégiques. Dans les trucs stratégiques, il ne peut pas avoir de concurrence. Les transports en commun. À Saint-Martin, il y a une concurrence. Hein. Tu amènes tes tankers de pétrole, d'essence, et tu vends. À Saint-Martin, tu peux pas bouger. Seulement, tu ne sais pas quelle essence tu consommes. Et puis tu peux pas bouger. Il y a des embouteillages 24 heures sur 24 à Saint-Martin. À Saint-Martin, il vaut mieux marcher. Ouais. Les Martiniquais oublient ça. Mais ils le voient quand ils vont là-bas. Alors, Ténique, c'est un peu comme ça. Non. Au Gros Monde, on peut circuler. Oui. Au Saint-Esprit, on peut circuler. À Grand-Rivière. Grand-Rivière, au Vauclin, au Robert. Sur la mer. Ben sur oui. la Il y a descente. encore des- Alors, continue. La nationalisation sur les secteurs stratégiques est obligatoire sur les petits territoires. C'est obligatoire. Prenons des exemples, puisque les gens vont dire, ouais, nationalisation. On va dire service public. Le transport en commun, il n'y a pas 46 000 transports en commun. On est d'accord? À Fort-de-France, alors, il peut avoir C'est tout. une mise en concurrence au départ, Oui. un appel d'offres. On peut faire ça, effectivement, au départ. Et puis, il y a un groupe qui dit, bon, OK, moi, j'ai remporté le marché de gestion des stations-service et de la SARA pour le compte de... La question, c'est qui? Qui va être propriétaire? Qui va acheter où et comment? J'aime bien le parallèle avec le service public. Pour transporter les gens de la CACEM, il y a quelqu'un qui est propriétaire, qui s'appelle, enfin, responsable, qui est la CACEM. Moi, je dis la chose suivante. Pour l'essence des Martiniquais, il peut avoir trois propriétaires. Un, l'État. Il faut absolument que l'État soit là, parce que c'est stratégique et que ce n'est pas seulement lié à la Alors, Martinique. propriétaire de l'huile, de la Sahara, propriétaire de la distribution et tout ça. Propriétaire des trois niveaux, le raffinage, le stockage et la distribution. Voilà, propriétaire. Et on met dans le capital l'État
les collectivités locales, toutes les collectivités locales, agrégées ou pas agrégées, c'est pas grave, et Le capital privé. non, Un petit non, on peu. met pas le capital. Non, on met pas le capital privé. On met les autres collectivités des autres DOM des Antilles, c'est-à-dire les Guyanais et les Guadeloupéens. Comme ça. Tu nous as dit que ton grand-père était communiste. Hein, tu l'as Oui, dit. oui, D'accord. oui. Il y a des résurgences comme ça. Mais- Nadia, mais- non, mais je pourquoi comprends, c'est- c'est clair. Nadia, laisse-moi te dire quelque chose. Tu m'écoutes, hein, ouvrez les guillemets. Dans un futur non défini, les réserves de pétrole sont épuisées et la violence règne sur le monde. Max, un ancien de la sécurité routière, se porte au secours d'une communauté de fuyards aux Mad prises Mad. avec des pirates. Mad avant. Avec des pirates de la route. C'est Mad bien. Max. Culture. ouais. La bataille se concentre autour d'une citerne de raffinerie. Moi, j'ai pris ça dans un article où l'auteur de l'article a fait un copier-coller du site halluciné. Non, hein, ça, c'est le consommateur. Ça sera nous bientôt. La machette en main, le coup de clair, on va aller chercher de l'essence. Mais c'est repris dans un tas de films, l'idée que les énergies fossiles, ça se termine. On sait qu'il n'y a plus, ça va se terminer. Et elle est où la recherche? C'est vrai que ça coûte beaucoup d'argent, mais elle est où la recherche pour trouver de nouvelles sources d'énergie? Parce qu'effectivement, c'est stratégique. Moi, je voudrais qu'on parle du consommateur et puis on passe à autre chose. Quel est l'état d'esprit du consommateur? Est-ce que le consommateur... On le voit, l'état d'esprit. Oui, mais alors est-ce que le consommateur... Il est unanime. Non, pas pour la quête d'essence, mais dans la problématique, est-ce que ça l'indirait? Est-ce que les compagnies se débarrassent des géants? C'est et- pas tellement son souci. Son souci, c'est d'avoir l'essence. En tout cas, c'est d'avoir les moyens peut-être d'aller Bon. demain au travail. D'accord. D'amener Circuler. son enfant On à est là, mais l'école. tu arrives à la fin du raisonnement. Ou, Attends, tu arrives au résultat, mais voyons la démarche. Est-ce qu'ils sont quand même préoccupés de la disparition des pompistes, quand même? J'imagine. Ah, si, J'imagine, oui. Je pense quand même que les gens... Si on remplace les cartes de crédit, on les supprime tous. C'est Si on leur dit, il n'y a plus de pompistes, ou il y en aurait 50 pour toutes, il y en a combien? 4000, c'est ça, 4000? 1000 pour les... Ici, oui, 4000 c'est pour l'ensemble de l'ensemble. On fait un référendum, on dit, écoutez, on donne tout ça à une société, soit les compagnies elles-mêmes qui reprennent leur bille parce qu'elles n'ont pas assez de marge, on les laisse là parce que c'est compliqué. Moi, je n'ai pas tellement confiance en nos collectivités pour nationaliser, leur donner à je ne sais pas quelle essence ils vont me donner au final. Je vois comment ils nous transportent. Non, pour le moment, mais un jour nous serons autonomes, nous serons responsables et nous serons efficaces. Et pour le moment, non mais c'est vrai, c'est l'homme de la... Mon grand-père était communiste, l'homme de la souveraineté. C'est Mon vrai. grand-père était Il communiste, était pas le pas du tout, tien. il était un gros industriel. Eh ben Donc, voilà. bon, pour l'instant, on n'est pas... mais ça viendra. Il faut continuer, je suis prêt à rouler sous 2 cylindres avec l'essence qu'on nous regarde dans les premiers temps. Mais quand même, ça m'inquiète. A priori, ça m'inquiète. Donc, laissez les compagnies, supprimons ces géants. Hein, ils feront autre chose. C'est des hommes d'affaires avisés, puis ils ont autre chose que ça. Et puis, on supprime tous les pompistes, c'est des employés qui sont à la pompe, et tout le monde utilise des cartes de crédit, et l'essence descend de 20 centimes. Comment les Martiniquais voteront? Question horrible, hein, mais réaliste. L'essence ne descendra pas de 20 centimes. Enfin, Non, mais c'est une hypothèse. On fait une émission, Franck. On ne fait pas une programmation... c'est de l'affection. Oui, de gouvernance. Mais là, c'est effectivement... Où on dit que ça ne va pas augmenter dans les 3 ans qui viennent, parce qu'il y aura la masse salariale qui est importante. Parce que le problème, c'est que même en sacrifiant, et c'est vraiment un sacrifice, les pompistes qui sont, c'est une vraie profession avec des salariés qui ont un emploi pérenne depuis des années. Ensuite, c'est bien un service. Donc quelque part, on est dans une société. Enfin, nous, on a en Martinique et dans les DOM un service plus. Parce qu'effectivement, tu vas faire de l'essence tout seul, c'est pas aussi agréable que quand c'est quelqu'un qui met à la pompe. Mais je suis pas certaine que même la personne la moins consciente, en sacrifiant tous les emplois de pompistes, je suis pas certaine qu'on gagne un bénéfice, comme disait Franck, de 20 centimes. Je suis pas certaine qu'on gagne ça. Donc, alors ça pourquoi vaut les pas le compagnies coup. disent-elles, ah oui, c'est l'histoire du mentimentaire. C'est vraiment du chantage pour jouer sur l'argument plus du chômage. Tu peux pas sacrifier des emplois comme ça. C'est presque le Hochet qui est agité. Adams prononce un mot qui est évident. Je veux dire, quand on est en situation, on va dire, très particulière, petite île, dépendante, c'est des marchés où il est facile de s'en mettre plein les poches. Prenons un exemple. Je veux attaquer personne, mais il faut dire la vérité. Les concessionnaires automobiles savent qu'en étant loin des centres
on va dire, L'approvisionnement. d'approvisionnement Pièces détachées. en pièces détachées, ils peuvent faire des niveaux de marge qui sont ahurissants. C'est Une que- pièce qui coûte 15 euros, Ça a été révélé, ça a été ça a été établi. révélé, mais ça n'a toujours pas changé. Ça n'a toujours pas changé. Pour une raison, pour une raison simple, c'est que on appelle ça, enfin les Américains appellent ça l'avantage déloyal. Eh bien, vous prenez tous les secteurs économiques à Martinique, Ils bénéficient de cette ils bénéficient tous de cet avantage déloyal. Simplement, là où l'État, et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire la communauté des citoyens doit intervenir, c'est pour dire, il ne faut pas trop abuser. On comprend que vous puissiez être Il y a tenté. des frais d'approche, il y a des Oui, on programmes, comprend. il y a des frais de conservation. Pas qu'il y a trop, pas trop. Pour une raison qu'on n'explique pas à ceux qui abusent, c'est que d'une manière ou d'une autre, ils sont victimes de l'abus qu'ils mettent en place. Ça se retourne contre eux. Et alors, évidemment, on n'a pas le temps d'expliquer sur chaque secteur quel est le retour de bâton. Mais il faut qu'ils acceptent ce principe-là. Quand tu pousses trop loin, comme tu es dans un ascenseur, voilà, prenons cette image-là. Tu es dans un ascenseur, tu n'es pas dans une prairie. C'est-à-dire que quand tu donnes un coup de poing à l'autre, ça va te revenir dessus. Puisque ou fin mer dans le cage, ou Martinique, ok, 1000 km². Donc, arrêtez l'abus. Molly. Très bien. J'avais marqué en conclusion, solution 2 points. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Nationalisation, point d'interrogation. Ah, formidable. À la fin, une vraie concurrence, point d'interrogation. J'avais quand même mis, mais ne rêvons pas tout éveillé. Ah, bon. On n'a pas parlé de ce qui intéresse les gens aujourd'hui. Quand je dis aujourd'hui, c'est les blocages. C'est le blocage, c'est la fermeture des stations, c'est la pénurie d'essence, et c'est l'entrave Ouais. que dénonce finalement tout le monde, y compris les patrons qui ont sorti un contact entreprise à MPI, ont sorti un communiqué pour dénoncer la méthode. Et voilà, c'est quand même une question importante. Est-ce qu'à chaque fois qu'il y a un mouvement, est-ce que la solution c'est de bloquer? Moi, je serais plutôt d'avis de dire que ça ne joue pas en faveur du combat des pétroliers, ce blocage. Et que ça permet plutôt au gouvernement d'asseoir sa position et de patienter. Je voudrais te montrer quelque chose en direct. Oui. Sur leur Voilà le nombre de jours qu'il reste à énergie. pomper du pétrole. Et ça descend, tu Charbon vois. restant, énergie employée aujourd'hui dans le monde entier, provenant de sources non renouvelables, Il reste 14 000 jours de pétrole. plus précisément, explique. Oh, c'est-à-dire que si on part de la base du nombre de barils extraits du sol et des réserves, il nous reste 14 000 jours, donc quelque chose aux alentours de 50 ans, quoi, quelque chose comme ça. Ouais. Euh, Mais là-dedans, il n'y a pas le gaz de schiste et tout ça. non. Par contre, on compare, il reste 151 148 jours pour extraire du charbon. Donc, les mecs, tu sais, le cataclysme que l'on annonce là, il n'est pas pour demain, parce que là, il y a 3 siècles de charbon. C'est-à-dire transformer le charbon en produit, en carburant, etc., c'est possible. Donc, En électricité. Et puis, en électricité, et puis des batteries. Les types, tu sais, ils ne sont pas inquiets. Et le soleil. Ils sont déjà sur autre chose. Concernant ton point d'interrogation, on est dans une irrationalité totale dans laquelle on essaie de trouver des fils conducteurs. Pour y dire, les compagnies jouent le départ. Les gérants jouent leur va-tout, parce que si les compagnies partent, Ils sont morts. le gouvernement, lui, veut une loi nouvelle, parce qu'il faut agir, et puis il faut sortir des lois, et puis il faut agir. Il est un impératif catégorique là maintenant que de faire des choses, quoi, et puis de faire parler de lui. Chacun doit faire parler de lui. C'est la veille des élections municipales, il faut bouger. Bon, et puis il faut occuper les gens sur des choses. Quand on demande à ce niveau-là, quand on demande, mais vous avez quand même programmé la baisse du coût de l'essence à la pompe pour le consommateur, personne ne peut te le dire au jour J. Ils n'ont pas un outil distil qui leur permette d'appréhender tout de suite les effets bénéfiques ou pas pour le consommateur. On est dans l'irrationalité la plus totale. On est depuis quelques mois dans l'irrationalité la plus totale, il faut le reconnaître. Oui. Ce qu'il faut que les gens n'oublient pas, c'est que derrière, on n'est pas encore entré dans la partie juridique. Hein. Je veux dire, l'État peut ouvrir le tiroir juridique, et là, les mecs, ils sont mal. Hein. Oui, ils sont très très mal. Parce que l'État peut les attaquer de manière rigoureuse, et il y a plein de professions qui ont été attaquées, matraquées, et qui ont disparu à cause de cette pression juridique, judiciaire, Oui.
et troubler l'ordre public. Parce qu'il suffit, il suffit qu'il y ait un petit mec qui commence à s'énerver dans une station et puis Non, c'est une allumette. Mais non, je tout pense ça, que, tout je ça est pense que fini. les gérants ne sont pas... C'est pas de la communication. Ils sont pas bien conseillés. C'est la communication. Ils ne sont pas bien conseillés sur le plan juridique. Arriver à Paris et puis dire mes problèmes sont réglés, mais moi, il faut que vous régliez ceux des compagnies parce qu'elles vont me lâcher mon contrat. Donc, il faut que vous donniez des délais, que vous inscrivez. Écrivez, monsieur le ministre. Mais c'est de la folie douce. Enfin, c'est un gouvernement socialiste en plus. Voilà. Vous voulez qu'on parle de choses un peu plus culturelles qui vont peut-être plaire tout autant à notre ami Adam, c'est la charte européenne des langues régionales ou minoritaires. Alors, elle devait être définitivement votée, je n'ai pas suivi, ça a été voté, c'était déjà inscrit, ça a été fait. Alors, Il y a quand même 150 mecs qui ont voté contre. Hein. Oui, oui. Alors, l'état de la question, on va voir les chiffres. Le texte a été rédigé depuis 1992, il vise à protéger et promouvoir les langues régionales et des minorités en Europe. À préciser tout de suite, parce que les gens ne croient pas qu'on parle du slovène ou de n'importe quoi. On parle de langues telles que le basque, l'occitan et le créole, quoi. Donc là, nous sommes dans un sujet qui concerne la Martinique. Sur les 47 États membres du Conseil de l'Europe, 33 l'ont signé, 25 pays l'ont ratifié. La France l'a signé en 1999, mais n'a pas pu la ratifier pour des raisons d'ordre juridique. Alors, le Conseil constitutionnel, ceux qui sont, comme dirait Dieudonné, avec la mimique qu'il faut, estime que cette charte est contraire à l'égalité devant la loi de tous les citoyens. Alors moi, je pense que ça veut dire que les citoyens qui n'ont pas une langue, qui ne font pas partie d'une minorité, et je peux aller voir la décision, mais je pense que c'est ça, ou qui ne font pas partie qui n'ont pas une langue minoritaire ou régionale, ils ne bénéficient pas de cette loi, que la loi est égale pour tous. Et qu'enfin, deuxième point, je crois que le plus important, c'est que la langue de la République est le français. Point barre, terminé, donc vous ne pouvez pas ratifier. Alors, pour sa ratification, il faut aller modifier la Constitution pour enlever ça, gratter ça. Deux façons de modifier la Constitution. Par référendum, ce n'est pas la voie qu'ils ont choisie, et par le vote, un vote qualifié, ça a été donc par le vote des 3/5e ou 4/5e, enfin, d'une majorité qualifiée du Parlement. Alors... Attention, ça c'est... Et ensuite, aller à Versailles en congrès pour... oui, dans un premier temps. Voilà. Alors, le député socialiste rédacteur du texte, c'est Jean-Jacques Urvoas. Je pense qu'il est d'origine polynésienne ou enfin bref, il est intéressé par... Il est concerné. Il a bien fait les choses parce que ça a été voté. À l'époque, on parlait des voix. On parlait d'autres choses, c'est des sondages. J'ai trouvé un chiffre, pas sur le créole, parce que le créole, au contraire, vit, mais sur le breton. Au début du XXe siècle, la Bretagne connaissait 1,2 million de bretonnants, comme ça qu'ils s'appellent, ceux qui pratiquaient le breton. Et aujourd'hui, il y aurait 200 000 locuteurs. Alors on se demande si les cartes ne sont pas cuites. Mais enfin, ça va permettre de doter ces langues-là et ces régions-là de statut, et puis d'avoir quand même de donner officiellement des subventions, enfin toute une structure, etc. Alors pour nous, pour le créole, qu'est-ce que vous pensez que ça va changer? Est-ce que ça va impulser la dynamique qui existe? Il faut le reconnaître depuis quelque temps. Je vous donne la parole, Franck. Oui, peut-être que... Alors, Hugo c'est des Bretons. Il est breton et... Oui, enfin pour eux comme pour nous, c'est allouer davantage de moyens à la sauvegarde, à la mémoire peut-être davantage de la langue. Et puis développer des enseignements. Et de la culture, oui, des enseignements. Et développer des enseignements. Pas plus. Tu as l'air de blaser ces choses-là. Non, non. Nadia. Enfin, je sais pas. Tu frétilles pas. Tu ne frétilles pas, ouais. Nadia. Non, ce sont des questions importantes, mais on n'est pas dans l'urgence de l'actualité. Non, mais c'est vrai que tu as dit le truc, le créole, ça vit. Donc c'est peut-être pour ça qu'on est peut-être plus distant. On ne se pose pas la question de la reconnaissance et puis de point de vue extérieur, comment ça peut impacter les choses. Mais sur qu'il y ait une charte... Excuse-moi, mais je vais te dire tout à l'heure comment ça peut impacter les choses, de façon plus précise, si on se met au boulot, vas-y. Voilà, mais justement, sans connaître ce que tu diras, moi j'y vois en termes d'enjeu, justement, le développement et le fait que la langue, elle soit véritablement vivante. Donc en termes de promotion, en termes de connaissance par justement la reconnaissance, c'est une langue comme le créole, elle a tout à gagner. C'est voilà quoi. Elie. Moi, je crois que c'est fondamental dans les territoires où la langue est le véhicule de l'information
majeur. Et on sait par exemple qu'en Martinique, sorti des milieux, je dirais, du quotidien administratif et du quotidien économique, la langue qui est la deuxième langue la plus parlée, et parfois la première langue parlée, ça dépend des zones, c'est le créole. Et fait en sorte que dans l'institution administrative et dans l'institution économique, les gens qui sont des créolophones majoritaires ou parfois purs, j'en parle parce que 25% de mes sondages sont faits en créole, pur, c'est-à-dire que mon téléacteur parle en français dans un premier temps, la personne lui répond en créole et il poursuit l'enquête en créole. Donc ça veut dire, en fait, imaginez le niveau d'exclusion qui est pratiqué quand des gens comprennent le français, mais ils ne peuvent pas s'exprimer totalement et pleinement. En français. Alors, les gens avec lesquels on discute disent « Ouais, mais bon, c'est un phénomène en cours de disparition. » Faux, puisque l'immigration étrangère a au moins ça comme avantage, on parlait d'avantage déloyal tout à l'heure, c'est que les Saint-Luciens qui arrivent, les quelques Dominicains, notamment dans le Nord, qui arrivent, et les Haïtiens qui arrivent, parlent créole. Même s'ils ne lâchent pas leur créole. Hein. Ils ne lâchent pas. Ils gagnent leur gain. Mais quand même... Ils intègrent le créole, ils enrichissent le créole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Que 150 000 personnes en Martinique, c'est ce qu'on estime, n'ont pas accès de manière facile, aisée, à l'infrastructure, à la superstructure économique et administrative, tout simplement parce qu'ils ne parlent pas bien la langue dominante. Or, cette loi va permettre de manière obligatoire, ça veut dire que tu arrives à la mairie de Basse-Pointe. S'il y a une association qui dit « Monsieur, je suis désolé, je me réfère à la loi, vous devez traduire sur le plan écrit, ou vous devez faire en sorte... Vous devez faire en sorte qu'à côté de la dame qui va dire ça, il y ait quelqu'un qui puisse dire la même chose en créole, eh bien ça va changer la vie des gens. D'où l'importance de cette loi. C'est ce que je voulais te préciser, mais il dit, comme d'habitude, il a globalement pris tout, il a fait plus large, il a... Je tiens quand même à dire une chose, je vais rester sur le créole, parler le créole, c'est pas écrire le créole. Absolument. Pour l'instant. Voilà. Pour l'instant. J'ai mis parler. Parler le français au XVIe, XVIIe siècle, ce n'était pas écrire le français. Ouais. L'écrit a toujours un temps de retard sur la parole. Plus globalement. Voilà. Et moi, la ratification, cette question me rappelle 99 quand Jacques Chirac avait refusé de ratifier la Convention européenne sur les langues régionales. Et à ce moment-là, c'était la cohabitation Jospin-Chirac, justement, c'était un peu politique. Et du coup, les socialistes ont trouvé une sorte d'astuce. Ils ont formé une commission à l'Assemblée nationale et celui qui était chargé de cette commission, c'est un sacré mélange, quoi. C'est un Togolais bretonnisant. Il s'appelait Kofi Amia. Voilà. Il est breton de machin, il revendique sa bretonitude, il revendique sa négritude et il revendique son africanité. Donc, Bougla à l'aise. Alors, il vient ici et il se faisait une idée, il va voir Césaire. Bon, on était là et puis Césaire qui lui dit d'abord sa déception que Jacques Chirac ait refusé de ratifier cette convention. Parce que avec Jacques Chirac, les rares moments où nous nous sommes vus, nous avons souvent parlé des questions d'identité. Et là, je suis surpris qu'il n'est pas. Alors, là, on revient à quelque chose. Effectivement, le créole est vivant. Il n'y a pas de problème. Je veux dire, le médecin ou l'ingénieur libanais, marocain, sénégalais qui arrive à Martinique, il est en dehors du créole. Mais l'immigré qui vient de Palestine, d'où quand il arrive... le chinois. Le chinois, sa première langue, c'est le créole. Donc là, il y a une force. Et là aussi, je pense que la force mentale, ça va décomplexer cette question, la reconnaissance. Quand on reconnaît quelqu'un, la personne est rassurée, la personne est décomplexée. Et ça, c'est au sujet de notre rapport au créole quand on vit ici et qu'on travaille ici. Et puis ça vient de la France, ça vient du gouvernement, la reconnaissance. Non, ça c'est... Ne lui faites pas ça, ne lui faites pas ça. Il ne va pas aller jusque-là. Ça vient de l'Europe, parce que je pense que si ça ne tenait qu'à la France, cette question-là n'aurait pas été posée.
Ça vient de l'Europe. C'est pas vrai. Tu fais un... Oh, non, tu non, fais un procès. attends. Tu fais un procès qui est faux. d'intention. Non, tu fais un procès Non. d'intention parce que François Mitterrand, je suis désolé, non, il faut quand même rappeler les choses. François Mitterrand avait inscrit ça à cause ou grâce à Césaire, avait inscrit ça dans son programme commun. Donc, Alors, et l'Europe pourquoi- peut-être, l'Europe peut-être. En mettant quand même nous le mettant dans le chapitre du pays étranger. C'est normal qu'on reconnaisse C'est cette normal, langue. il l'a découvert, on existait. Et donc, je pense que ça, il faudrait réellement... Par contre, j'ai enfin, inquiétude ou de fortes interrogations quant au statut du créole en milieu urbain, en milieu de Fort-de-France, dans les petites écoles. Je ne sais pas si dans les cours de récréation, les petites têtes parlent souvent créole. Je me pose une question. Très peu et de moins en moins, il faut le reconnaître. On va t'emmener. Non. Ça dépend des quartiers peut-être. Ça Les dépend quartiers des quartiers populaires, peut-être. Mais je veux dire, non, je prends. L'affaiblissement du créole. Non, dans les... L'affaiblissement du créole, dans les petites classes. Au Trois-Îlets et à Trinité. Mais à Fort-de-France, tu es sûr que Didier, Mais au pas... plateau Didier... Non, c'est une question que La je pose. composition des enseignants en maternelle, c'est ça que tu veux dire? Les enseignants et des Les élèves. Les élèves eux-mêmes qui veulent une promotion par les parents et tout ça. L'autre interrogation, c'est une partie très importante des Martiniquais qui est dans l'Hexagone, dont le créole n'est pas forcément la langue maternelle. C'est vrai, quand ces gens-là viennent ici, ils s'y mettent, ça va très Non, très mais ne vite. t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Peut-être là aussi, bon, je pense qu'il y a... Je m'interroge, quoi. Enfin, c'est bien, on va se remettre au Forcément, travail. forcément. Je voudrais parler d'autre chose maintenant, c'est une grève particulière, ça m'a vraiment été appelé. Encore une autre? Oui, pour ponctuer notre vie, de notre âge, comme je l'ai qualifié, c'est un collège Édouard Glissant. Édouard Glissant. Alors je vous donne quel est l'état de la question. Le syndicat SGAFP et CGTM et la FSU ont lancé un préavis de grève qui concerne l'ensemble des personnels, tout le monde, hein. Agents, administratifs, professeurs, du lundi 3 février à 6h jusqu'au vendredi 14 février à 18h. Le préavis a été lancé, donné suite à un courrier adressé à la présidente du Conseil général, à la directrice leur demandant des enquêtes concernant l'hygiène des repas, un véhicule de transport qui ne serait pas aménagé, le harcèlement des personnels, le non-respect de la législation, la plus élémentaire du travail, et, dit le communiqué d'information que nous avons reçu à Antilla, un certain nombre de dérives dont nous entendions vérifier qu'elles ne peuvent exister, tellement ça serait grave. Ils ne les citent même pas, lesquelles on ne les a pas vues. J'ai trouvé la formule très bien, beaucoup d'humour de la part de syndicats ou de subtilité. Alors il y a une réunion de tout ce petit monde, la direction, les syndicats et tout ça, et puis bon, on a pointé les dérives, donc on pensait que les choses progressaient, et puis on a surtout vu qu'il y a du monde en état de grand stress, comme beaucoup d'établissements. C'est un petit peu de la nature du petit incident qu'il y a eu. Or, pourquoi les gens sont stressés, on ne sait pas pourquoi. Qu'il y a eu des pratiques harceleuses, j'ai bien aimé le néologisme. En conséquence de ça, on s'attendait à prendre des mesures, à faire désigner un psy. Boum, une affiche sur le mur de la cantine, interdisant l'accès de la cantine à tous ceux et celles, de tout le personnel qui venaient y manger jusque-là avec leur repas, dans leur petite gamelle. C'est adroit, c'est habile, c'est intelligent, c'est fin, c'est très moderne, n'est-ce pas? Alors, et puis ils n'ont pas de salle. Il n'y a pas de salle aménagée, donc ils mangent comme ils le peuvent, dans leur bureau, dans un coin, chacun de son côté, sur le gazon, s'il y a du gazon là, etc. Alors le syndicat a expliqué, je cite, nous n'accepterons ni qu'on instaure des pratiques d'une époque révolue, ni qu'on traite des individus comme des êtres de non-droit. Appelons-nous l'ensemble des personnels du collège, les usagers et toute la Martinique à soutenir notre action. J'ai pensé que c'était symptomatique d'une façon de créer des problèmes inutiles, quoi, hein. Vous avez un collège qui s'appelle Gratien, pas Gratien, Glissant. Alors Glissant, c'est le tout monde, la fraternité, l'ouverture au monde, la tolérance, etc. Et puis les gens qui abordent sur le fronton ce nom-là se retrouvent impliqués dans des histoires de « viens pas manger si tu n'as pas payé »,« viens pas manger avec ta gamelle ». Enfin, c'est vraiment l'image d'une certaine humanité. Je n'ai pas dit Martinique, parce qu'il y a pire ailleurs, on a qu'à se brancher sur les radios la nuit, et puis on est harcelé par des bêtises comme ça. Je vous laisse la parole sur la bêtise humaine. C'est ça la thématique. Non, je ne sais pas, j'ai vu d'autres collèges où le personnel tout entier peut manger dans la cantine du collège.
je ne sais pas quelle est la tarification exacte, mais la question de la gamelle est une question qui est revenue depuis quelque temps à la faveur De la crise économique. Voilà. Aujourd'hui, La on vie voit est tout le dure. monde se balader avec sa gamelle, tout le monde se balader avec peut-être même son café ou sa bouteille d'eau. Mais il y a d'autres raisons, hein, madame. Il y a en- aussi que tu as des huiles que tu consommes qui sont mortelles et d'autres qui sont Peut-être, enrichissantes. oui, les tout huiles à fait, oméga. tout à fait. On va faire un cours de L'hygiène alimentaire. nutrition, oui, Oui. l'hygiène alimentaire. Parce Mais- que, attention. Oui, mais moi, je fais quand même Bon. confiance à la qualité des repas qui sont... Oui, comme tu fais qui confiance sont- en l'eau des robinets. Oui, Tu as raison. à la qualité des repas qui sont consommés dans des établissements publics. Je pense que s'il y avait vraiment gravité, on l'aurait su. Mais la thématique, c'est pour une raison ou une autre, parce que j'ai un régime diététique, parce que je suis diabétique, parce que j'ai pas d'argent et tout. J'ai ma petite gamelle, et il y a tous ces problèmes-là. Les syndicats se réunissent, et le lendemain de la réunion du syndicat, il y a une affiche, boum, interdiction de manger, de grignoter, de manger, de venir avec sa gamelle dans la salle. Bon, voilà, c'est sur ça qu'il faut qu'on reste. Bon, pas 1000 ans, mais Allons voir peut-être dans cet établissement s'il n'y a pas d'autres problèmes. Allons voir, je ne sais mais pas, ça- une simple rumeur il y a quelques années sur l'attitude de deux adolescentes avait créé tout, vous vous souvenez, Oui. qui n'est même pas question de rappeler ici, quoi, parce que c'était tellement... Alors, sur la question des conflits inutiles et qui vont occuper Ah ouais. tout un collège et tout, Franck, tu ne me dis pas de Néo Blas Zéro, mais ce n'est pas d'une actualité, ne me dis pas ça. Parce que... Tiens, de toute façon, plus soft, tu as fait ton galion. Tu as fait ton galion, là. Non, mais c'est intéressant parce que l'attitude de Franck illustre bien l'espèce de ras-le-bol qu'un certain nombre de gens ont. Alors moi, j'essaie de ne pas de l'avoir, mais je l'ai, très objectivement, face à une vie dans une île qui est un paradis, très objectivement, Ouais. mais dont la plupart des gens qu'on interroge sur cette thématique-là, et je le fais 2 fois par mois, nous disent on est bon, quoi. Globalement, on sait qu'on est dans un paradis, on sait que c'est génial, et on sait que de toute façon on ne va pas partir, parce que ailleurs c'est pire, tu viens de le dire, mais c'est bon, quoi. Je veux dire, ça tourne à la folie. Alors, qu'est-ce que c'est quoi? C'est les conditions de vie, Nadia, les conditions de vie, la cherté de la vie, le consumérisme. Pourquoi la vie est rendue difficile comme ça dans ce petit pays? Pourquoi les gens dans un collège n'ont pas le droit d'aller bouffer avec leur gamelle, se crêpent le chignon? Pourquoi Je vais faire une très vilaine boutade, c'est à croire que les gens s'ennuient. Enfin, c'est-à-dire qu'ils sont pas. Enfin, il y a un proverbe brésilien qui dit que le plus beau pays du monde, c'est le Brésil. Et Dieu, pour que les autres pays ne soient pas jaloux, il a mis les Brésiliens. Je trouve que ça va pas mal à la C'est main. pas mal, ça. Je vais l'adopter. Parce que n'oublie pas, Dieu a mis des Noirs sur une île. Il les a laissés là. Et il est parti. Il est parti. Donc c'est la même chose. Hein. Ça, c'est un vieux monsieur Il qui a- me disait ça au Lamentin. Il a isolé, il a laissé Et là. puis il bat. Et c'est la raison pour laquelle, quand tu rencontres Martiniquais, ils sont fait des bêtements là. Voilà. Horrible histoire. Bon, on parle du cumul des mandats. Il faut qu'on en parle quand même. Parce que la loi a été adoptée définitivement. Oui, les mandats, oui. Ah oui, ça c'est c'est politique. intéressant. Ça, c'est très politique. Alors, j'explique. Bon, la façon dont ça s'est passé, c'est que la loi a été adoptée, y compris naturellement pour les sénateurs, par l'Assemblée nationale, qui s'est bien gardée de reprendre la mouture traficotée par les sénateurs qui s'étaient enlevés du mécanisme, pour prendre leur texte initial, et puis texte par lequel le cumul de fonctions exécutives locales, députés-sénateurs, est interdit, à partir de 2017 quand même. Hein. Alors, c'est une loi organique, ça veut dire que le Conseil constitutionnel, toujours lui, celui-là, devra être saisi à son sujet. Le deuxième texte qui concerne les parlementaires européens aussi dans la foulée, à partir de 2019. Les députés, donc, comme je le disais, ont complètement chuinté les sénateurs. Ça va poser un problème sur le plan institutionnel. Hein. Parce que c'est quand même exceptionnel parce que le jeu de la navette et le jeu de la loi qui est façonné par les deux. Là, ça pose un problème. C'est peut-être même une première. Je n'ai pas eu le temps de poser cette question sur la façon de faire la loi. Parce que là, l'inutilité des sénateurs va finalement apparaître encore de façon plus manifeste. Et alors, il faut quand même noter que 60% des députés et sénateurs exercent
au moins l'une de ces deux fonctions et qu'ils auront à faire le choix. Le texte a été voté par 313 voix pour, nettement au-dessus de la majorité absolue des députés. Il fallait 289 voix nécessaires pour zapper le Sénat. 225 contre quand même. Parmi ces 225 contre, à zéro, Marie-Jeanne Nilor, qui estime qu'il faut qu'ils aient une assise locale. 225 contre, 14 abstenus, 25 pas pris au scrutin. Communistes, socialistes, écologistes ont approuvé, radicaux de gauche, eux aussi. Majorité de l'UDI a voté contre. Jean-Louis Borloo s'est abstenu, pas parce qu'il était malade, mais enfin, il s'est abstenu. Les élus UMP, naturellement, tous voté contre. Seuls trois, dont un certain député de Savoie qui s'appelle Lionel Tardy, qui a tweeté. Et il a dit je vais voter pour. Alors, l'explication des opposants, c'est que cette réforme va mettre les élus à la merci des appareils politiques. Ils n'auront plus de base et qu'ils seront coupés de la réalité du terrain. Votre position? C'est un vieil argument, ça. Coupé de la réalité du terrain, c'est un très vieil argument. C'est le principal argument qu'utilisent les élus nationaux, les sénateurs et les députés pour dire que quelle sera la substance dont ils vont s'inspirer pour aller porter des lois nationales. Moi, je pense que ce sont de très bonnes mesures. Et personnellement, je peux même regretter qu'on n'aille pas plus loin en limitant également le nombre la quantité de mandatures. Voilà, la quantité des mandatures. Voilà. De la même manière qu'on a réduit le mandat présidentiel à 5 ans, je pense qu'on devrait réduire les mandats électifs à 2 mandats. Peut-être maximum 3, mais qu'il ne soit pas question qu'un même élu enchaîne 5 mandats consécutifs. C'est évidemment un facteur de dévitalisation de la vie démocratique et de dévitalisation de l'action publique aussi. Tout à fait, parfait. Voilà. Et je suis parfaitement d'accord avec... Et la sagesse vient avec l'âge et puis l'expérience, quoi. La semaine dernière, on a eu un débat, le Club Presse Martinique, sur municipalité et citoyenneté. Alors, avec un invité qui est l'ancien député maire de Sainte-Marie, M. Guy Lordino. Et donc, la discussion a été franche, très, très ouverte. Je pense que si c'était à refaire, peut-être qu'il ne le referait pas. En gros, c'est un tout petit peu de ça l'idée. Et surtout, la question de la durée du mandat est revenue. Parce que là est la source de quelque chose de dramatique, ici comme ailleurs, c'est le clientélisme. Plus, à chaque mandature, le mec s'est créé un nouveau cercle. Il parraine, c'est le parrain, quoi. Voilà, il parraine. Voilà, Nadia est ma seconde sur la liste. Voilà, et puis Gérard, ma troisième, qui va. Et puis la prochaine fois, je prends Eddy. La énième fois, voilà. Donc on joue sur quelque chose de. Et là, je vais taper dans le mille. Était-il normal, par exemple, que Fort-de-France, au XXe siècle, n'ait connu que 2 maires? C'est une question. Est-il normal aussi qu'aujourd'hui, on a des maires qui sont dans leur pratiquement 30e année? Il n'y a pas eu de renouvellement des générations. Et quand on regarde le conseil municipal, il y a très peu de personnes qui ont entre 30 et 40 ans. À quand on peut assister à l'émergence d'une génération d'hommes politiques? Eddie. Moi, c'est toutes ces questions-là sont légitimes, mais il faut quand même regarder d'où on vient. Ouais. C'est ça qui est intéressant. C'est que là, à partir de Lionel Jospin, il y a une révolution une révolution politique. Moi, je pense qu'elle est politique, qui est liée à un renouvellement générationnel, qui dit la chose suivante. Il faut que la démocratie française se modernise, quoi, tout simplement. Mais c'est en cours, c'est en cours. La prochaine étape, et je pense que Hollande va le faire, c'est de dire, c'est la limitation des mandats consécutifs. Ouais. Voilà. Sarkozy l'a fait pour le président de la République. Hollande va le faire pour les députés. Alors, ils vont avoir mal, mais ils vont être obligés d'y passer. Et puis les maires, et puis les autres élus. En clair, le projet, c'est 2 fois, pas plus.
2 fois consécutives. Et ça va... Alors, de manière très concrète, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est combien ça libère de postes le non-cumul des mandats des parlementaires. C'est ça. Ok. Ça libère plus de 1000 postes. C'est-à-dire qu'il y aura 1000 personnes supplémentaires. Par exemple, prenons un exemple concret. À Sainte-Marie, eh ben, il y aura soit un nouveau maire, soit un nouveau député en 2017, obligatoirement. Ce sera le cas pour, par exemple, Sainte-Luce. Si M. Nilor est élu maire, eh ben, il y aura à Sainte-Luce, en 2017, forcément un nouveau député ou un nouveau maire, etc. etc. Et si Caspillote est en péril, M. Marie-Jeanne ne va pas retourner prendre la tête de la municipalité au motif que... Ce ne sera pas possible. Pareil pour M. Letchimy. Pareil pour M. Letchimy. Et c'est ça qui est intéressant. Ça veut dire en clair que l'adage selon lequel, oui, mais bon, si c'est pas Yo Ki-moon, eh ben, cet adage-là va être balayé. Je suis indispensable. C'est faux, c'est bidon, quoi. Et tout le monde le sait. Ça vous a pas fait sourire la visite de François Hollande auprès de François le Pape? Ça vous a pas fait rigoler? Au moment où il l'a rendu, oui, c'était... Oui, c'est en plus, décalé. Et puis la façon dont ça s'est passé, le pape qui a marqué le coup, alors qu'il est très jovial, il avait une tête très sérieuse de professeur, pas content. Et puis ensuite, il n'est pas allé le rencontrer à la porte, alors qu'il est très débonné, généralement, il a reçu assis. Et puis à la sortie, ce grand sourire, c'est-à-dire on a résolu beaucoup de problèmes, on fait rien, mais enfin bon, pas en principe, quoi. La France restant la fille aînée de l'Église, quoi. Je crois que cette place-là, elle l'a perdue. Il n'est plus là, en tout cas, l'enfant gâté. Oui, À cause de François. je te dis. Ah ben, Tu recules. alors, je te dis pourquoi. Je te fais l'éventaire. Mariage pour tous, révision de la loi sur l'euthanasie, modification de la loi sur l'avortement, enlevant la notion de détresse, la famille en général, la bioéthique qu'on met un peu plus loin pour essayer de faire passer. Pas que ça. Et puis. Il n'y a pas que ça. Le vote. Il n'y a pas que ça. Non, il n'y a pas que ça. vote. Non, le Parti socialiste français a publié un certain nombre de documentations sur le passé du pape. Et oui, les députés français ont dit, bon, monsieur bien gentil, mais monsieur, t'es qu'à soutien vider là. C'est ça. Et quand tu reçois un président socialiste et qui n'a jamais dit, monsieur, calmez-vous, laissez le pape tranquille, il faut quand même qu'on rappelle aux gens que monsieur le pape François a été évêque au moment de la dictature argentine et que malheureusement, c'est ça Google, c'est ça l'information ouverte, il n'a jamais pu expliquer comment il n'a pas pu être... Parce que pratiquement, on te coupait. Parce que le pape, ça a quand même les testicules. La jeune te les couperait. Il y en a beaucoup. Monseigneur Romero. Romero, tout le monde n'est pas Romero. Tout le monde n'est pas Romero. Oui, tout le monde n'est pas Romero. Ah ben ouais, mais... Quand on n'est pas Romero, on finit pas. Excellent. Ça, c'est mortel. Et il faut les papes. Il faut les papes. Donc, on est obligé. Je crois que tout le monde... Mes Pour les amis, téléspectateurs, il y a maintenant un lien de cause à effet Mes amis, entre on a- ne pas prendre parti Et pour les devenir- droits de l'homme et et de devenir- devenir pape. alors on devait parler de l'élévation de la courbe du chômage. Bon, ben c'est simple, le chômage... La courbe, Sauf en Martinique, sauf en Martinique. 3 trimestres consécutifs. Où il n'y a pas eu d'augmentation. On devait parler un petit peu de Davos, mais on mettra ça pour une émission économique. Et puis on devait revenir sur la question de savoir si les hommes politiques peuvent avoir une vie privée. Sur le plan juridique, j'ai étudié la question. Et la tendance de la jurisprudence sera de dire que les hommes politiques n'ont plus de vie privée. Voilà. En tous les cas, monsieur, madame, je vous remercie d'avoir pris patience et d'avoir entendu nos errements sur les différents aspects de la vie politique, économique et sociale. Et je vous donne rendez-vous bientôt. Bonsoir. Et puis bonsoir à vous tous. Merci.